Les avant-contrats. Les avant-contrats sont des accords préliminaires conclus entre les parties avant la signature d'un contrat définitif. Ils sont souvent utilisés pour sécuriser un accord tout en laissant du temps pour finaliser les détails tels que les contrats immobiliers ou les accords commerciaux complexes. Alors, on a vu que les négociations sont en principe gouvernées par un principe de liberté sous réserve de la bonne foi. Alors, le risque de rupture est donc important, ce qui peut être source d'insécurité juridique pour les intéressés. C'est pourquoi ces derniers peuvent décider de formaliser leurs relations précontractuelles par des contrats. Ce sont les avant-contrats, qui sont bien des contrats. Ils supposent un accord de volonté, mais qui interviennent avant le contrat définitif, n'étant là que pour préparer son événement. Alors, les types d'avant-contrats, on a le pacte de préférence. Il s'agit du contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. Alors là, la prédétermination du prix du contrat envisagé et la stipulation d'un délai ne sont pas des conditions de validité du pacte de préférence. Et comme tout contrat, le pacte de préférence est soumis aux conditions de validité de l'article 47 du COCC Sénégal. Le consentement des parties, leur capacité de contracter un contenu licite est certain. Le pacte de préférence égale droit de propriété, c'est-à-dire comme le droit de préemption, le pacte de préférence offre ainsi un droit de propriété. Une fois la qualification vérifiée, il faut envisager la sanction lorsque le promettant n'a pas respecté la priorité du bénéficiaire. Dans tous les cas, le promettant doit réparer le préjudice subi, ce qui passe par le versement de dommages et intérêts. En revanche, sauf mauvaise foi du tiers, ce dernier ne doit pas de dommages aux bénéficiaires. En outre, le bénéficiaire peut agir en nullité ou demander sa substitution au tiers lorsque ce dernier connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. La mise en œuvre de cette action se veut même limitée par le législateur qui offre au tiers la possibilité d'interroger par écrit le bénéficiaire afin de savoir si ce dernier entend ou non se prévaloir du pacte. Deuxièmement, on a la promesse unilatérale. Il s'agit du contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre partie, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. Et plusieurs précisions méritent d'être apportées. Il s'agit d'un contrat et non d'une simple offre. Par ce contrat, le consentement du promettant au contrat projeté est déjà acquis. Il faut également considérer que dès lors que le promettant a définitivement consenti à vendre avant son décès, l'option peut être valablement levée après son décès contre ses héritiers. Tenue de la dette contractée par leur auteur, avec cette conséquence concrète. En revanche, le consentement du bénéficiaire est repoussé à l'exercice de l'option, ce qui conduit à disqualifier la promesse unilatérale en promesse synalagmatique. Autrement dit, dans le cas de la promesse unilatérale, le bénéficiaire n'a pas besoin de donner son consentement à l'avance, car il n'a pas d'obligation à remplir. Maintenant, il faut savoir que de cette qualification se déduit le régime. C'est-à-dire, premièrement, le bénéficiaire dispose d'un droit d'option. Il peut choisir de conclure le contrat définitif ou non. Ensuite, puisque le
consentement du promettant est déjà donné, la révocation unilatérale de la promesse par le promettant est sans effet. Elle n'empêche pas la formation du contrat promis. C'est là toute la différence avec l'offre, dont la rétractation empêche la formation du contrat promis. Troisièmement, si le promettant conclut un contrat avec un tiers au mépris de la promesse, la sanction est la nullité, mais sous réserve que le tiers ait eu connaissance de la promesse. Maintenant, il faut ajouter la promesse synallagmatique. La promesse synallagmatique de contrat n'est pas expressément envisagée par le Code civil, notamment dans le droit commun des contrats. Cela peut étonner au regard de son importance pratique. Il s'agit du cas dans lequel les deux parties ont déjà consenti au contrat définitif mais attendent une formalité supplémentaire. Quant au régime, il faut se souvenir de la classification des contrats. Lorsque le contrat est consensuel, ce qui est le principe, la promesse synallagmatique vaut contrat. La promesse de vente vaut vente. Il y a déjà échange de consentement et l'échange de consentement suffit en principe à conclure le contrat. Lorsque le contrat, dès lors, c'est à l'époque de la promesse qu'il faut se situer pour déterminer si le contrat a été valablement conclu ou non. Deuxièmement, lorsque le contrat est réel, la promesse génère une obligation de remise de la chose, mais ce n'est qu'à la remise de la chose que le contrat définitif sera formé. Alors, lorsque le contrat est solennel, la promesse est nulle dès lors que le formalisme a pour fonction la protection du consentement de l'une des parties. Là encore, la solution est justifiée en ce qu'elle permet d'éviter que, par la promesse, les parties viennent contourner les règles du formalisme. Une dernière précision doit être faite quant au délai. Si la promesse synallagmatique est le plus souvent assortie d'un délai, elle peut aussi être à durée indéterminée